Mes parents m'ont abandonné au bord de la route après la remise des diplômes, avec une valise déchirée et 30 $ froissés dans la main. Débrouille-toi, m'a dit ma mère. Ma sœur a eu un sourire narquois. 7 ans plus tard, je suis revenu en ville dans mon propre jet privé. Ils ne m'ont même pas reconnu. La cérémonie de remise des diplômes venait de se terminer. Mes camarades de classe s'embrassaient, lançaient leur toque en l'air, les parents pleuraient et prenaient des photos. J'avais encore la toche Bordeaux, mon diplôme serré dans ma main, le papier déjà humide de la chaleur de la Géorgie. Mes parents n'ont pas pris une seule photo. Ils ont dit que nous étions en retard. Le plan, apparemment, était de me déposer en chemin. Nous nous sommes arrêtés à une aire de repos juste à l'extérieur d'Atlanta, du genre avec des néons vacillants et un trottoir fissuré. Ma mère a souri. Le genre de sourire que l'on fait à quelqu'un que l'on est sur le point de décevoir. C'est ici, ma chérie, a-t-elle dit en me glissant un billet de 50 $ froissé dans la paume. Il est temps de déployer tes ailes. Ma sœur Kesha s'est appuyée contre la portière de la voiture, faisant défiler son téléphone, un sourire narquois aux lèvres. Bonne chance pour t'en sortir avec ça, a-t-elle chuchoté avant que la porte ne claque. La BMW s'est éloignée, ses feux arrière disparaissant sur l'autoroute jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent derrière un mur de gaz d'échappement et de distance. Je suis resté là avec ma valise déchirée, le bruit de la circulation rugissant autour de moi, et j'ai réalisé que je n'avais pas seulement obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. J'avais obtenu mon diplôme de ne plus être désiré. Le papier dans ma main était censé ouvrir mon avenir. Au lieu de cela, il ressemblait à un formulaire de décharge. J'ai regardé les 50 $, l'autoroute vide, et j'ai chuchoté à personne, si personne ne veut me prendre, je construirai ma propre piste d'atterrissage. Avez-vous déjà été abandonné par les personnes qui étaient censées vous célébrer? Dites-moi de quelle ville vous écoutez, car j'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à m'être jamais tenue sur cette autoroute. En grandissant à Stone Mountain, en Géorgie, le monde a toujours semblé tourner autour de ma sœur, Kesha. Mon père, Marcus, faisait des doubles quarts à l'usine Ford. Ma mère, Denise, était réceptionniste dans un cabinet dentaire du centre-ville. C'étaient des gens travailleurs, parlant toujours de sacrifice, de faire de leur mieux pour nous, les enfants. Mais d'une manière ou d'une autre, toute leur fierté, toute leur attention, tout leur soi-disant amour allait dans une seule direction, vers Kesha. C'était l'enfant en or, la fille miracle qui, selon ma mère, ne nous a jamais causé de problème, n'a jamais dévié du droit chemin. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans l'ombre qu'elle projetait. Quand Kesha a eu sa première voiture, une Honda rouge brillante avec des sièges en cuir, j'ai hérité de son vieux vélo à la roue branlante. Pour le 16e anniversaire de Kesha, elle a eu une fête avec 50 invités et un gâteau à 3 étages. Pour le mien, maman m'a tendu une carte cadeau de 25 $ de Target et a dit, « Tu es pratique, n'est-ce pas? Ça devrait couvrir ce dont tu as besoin. » Mais j'étais un enfant silencieux, et les enfants silencieux apprennent à disparaître. Je passais des heures dans le garage avec les vieux outils de mon père, démontant des appareils électroniques cassés, recablant de vieilles radios, les réparant parfois juste assez pour qu'elles fonctionnent à nouveau. J'étais fasciné par la façon dont les choses se connectaient. Les circuits, les systèmes, la cause et l'effet. C'était le seul endroit où je me sentais important, même quand personne ne regardait. Je rêvais de devenir ingénieur, de créer une technologie qui pourrait changer des vies. Mes professeurs l'ont remarqué avant même mes parents. Quand j'ai remporté la première place au concours scientifique de l'État pour avoir conçu une application de purification de l'eau, je suis rentré à la maison en portant le trophée comme s'il était en or. Au dîner, j'ai annoncé la nouvelle, attendant leur réaction. Ma mère a brièvement levé les yeux de son téléphone. « C'est bien, ma chérie », a-t-elle dit. Mais Kesha vient d'être acceptée à Spelman avec une bourse partielle. N'est-ce pas merveilleux? Tout le monde a applaudi pour Kesha. J'ai hoché la tête, faisant semblant de ne pas sentir le silence s'abattre sur moi comme un poids. Cette table à dîner est devenue un théâtre où j'ai appris mon rôle, le remplaçant. Il y avait 4 chaises autour de notre table à dîner, toutes assorties sauf une chaise pliante du sous-sol qui finissait toujours par être la mienne. Le grincement de ces charnières en métal est devenu la bande sonore de ma place dans la famille. Temporaire, remplaçable. Quand Kesha parlait, tout le monde se penchait. Quand je parlais, papa attrapait la télécommande, maman changeait de sujet, ou son téléphone devenait soudain très intéressant. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. C'était plus facile d'écouter. À 17 ans,
j'avais appris à réduire mes rêves pour qu'ils correspondent à leur zone de confort. Quand j'ai reçu une lettre d'acceptation de Georgia Tech avec une bourse au mérite pour l'informatique, je me souviens avoir tenu l'enveloppe comme si elle était en verre. J'ai pensé que ce serait peut-être enfin la chose qui les rendrait fiers. Je suis entré dans la cuisine où maman assaisonnait du poulet et je lui ai tendu la lettre. Elle l'a parcourue, puis a soupiré. Georgia Tech, ma chérie, c'est si loin de la maison. Et l'informatique, ce n'est pas vraiment pour les filles comme nous, Zara. Ces entreprises de technologie, elles ne recherchent pas des gens comme toi. Sois réaliste. Elle a dit ce mot comme une gifle. Réaliste. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Si tu veux y aller, débrouille-toi, a-t-il dit. Nous ne pouvons pas t'aider. Kesha, qui était rentrée de l'université pour le week-end, a ri. Peut-être que tu devrais te contenter de réparer des radios dans le garage, a-t-elle dit. Et maman a ri aussi. Pas cruelle, mais désinvolte, comme si mon humiliation était une blague de famille. C'est à ce moment que j'ai réalisé que l'amour dans notre maison avait des conditions. Il avait des règles, et d'une manière ou d'une autre, je les avais toutes enfreintes sans même essayer. Pourtant, je me suis battu pour ça. J'ai travaillé à temps partiel dans un magasin de réparation d'ordinateurs après l'école, j'ai économisé chaque centime que je pouvais, et j'ai gardé mes notes parfaites. J'ai envoyé des dissertations, j'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver, j'ai supplié pour des opportunités qui pourraient combler le fossé entre mes rêves et l'indifférence de mes parents. Chaque email d'acceptation ressemblait à une petite étincelle d'espoir. Mais rien de tout cela n'a changé la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais une responsabilité, pas une fille. Quand j'ai entendu maman au téléphone avec ma tante dire « Nous ne pouvons pas nous permettre de gâter les deux filles et Kesha a la meilleure tête sur les épaules », quelque chose en moi s'est durci. Cet été-là, j'ai commencé à compter les fois où ils m'ont rendu invisible. Les anniversaires manqués, les réussites oubliées, les dîners où je servais tout le monde avant de prendre ma propre assiette dans ma chambre. Je pensais autrefois que le silence signifiait la paix. Maintenant, je savais que ça signifiait l'absence. L'amour de mes parents était comme un signal radio, clair et fort quand Kesha était là, mais statique et mort chaque fois que j'essayais de m'y accorder. Alors, j'ai appris à construire en silence. J'ai appris le codage grâce à des vidéos YouTube, j'ai lu des livres empruntés sur le développement de logiciels, et j'ai dessiné des conceptions d'applications dans les marges de mes devoirs de maths. J'ai imaginé partir, non par rébellion, mais par survie. Je voulais savoir ce que ça faisait d'être choisi, même si celui qui me choisissait était moi-même. Le jour de la remise des diplômes, je sentais déjà ce qui allait arriver. La façon dont il me regardait quand je parlais de Georgia Tech, la façon dont papa marmonnait à propos de « pas de parasites dans cette maison ». Pourtant, je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Je pensais qu'au fond, une partie d'eux se soucierait assez pour me garder près d'eux. Mais quand cette porte de BMW a claqué à l'air de repos, j'ai compris la vérité que je n'avais cessé de nier pendant des années. Dans leur histoire, je n'avais jamais été la fille. J'étais la pièce de rechange, le plan de secours qui n'était plus nécessaire. Et alors que le bruit de leur voiture s'estompait dans le bruit de l'autoroute ce jour-là, ce n'était pas seulement la fin de l'enfance. C'était la confirmation de ce que j'avais toujours su, mais que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Dans ma famille, l'amour avait un favori, et ce n'était jamais moi. Au moment où le soleil a commencé à se coucher derrière les pins de Géorgie, l'air avait commencé à se rafraîchir. Les néons de l'air de repos bourdonnaient faiblement, projetant une lueur rose maladive sur l'asphalte fissuré. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques distributeurs automatiques, un téléphone public qui ne fonctionnait probablement pas, et une table de pique-nique couverte d'initiales gravées. Je suis resté là, encore à moitié habillé pour la remise des diplômes, la toche bordeaux collant à mes bras, mon diplôme plié à l'intérieur d'une pochette en plastique, ma valise déchirée semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, non pas à cause des vêtements, mais du poids de tout ce qu'elle représentait maintenant. J'avais 2 changes, une brosse à dents, mon chargeur d'ordinateur portable, et un téléphone qui allait bientôt mourir. Et dans ma main, un billet de $50 froissé. Le cadeau d'adieu de ma mère. La dernière conversation se rejouait dans ma tête comme un disque rayé. Tu te débrouilleras, ma chérie. C'est ce que font les adultes, avait dit maman en ajustant son rétroviseur. Où suis-je censé aller, avais-je demandé, la question se brisant à mi-chemin de ma gorge. Elle avait soupiré, impatiente, comme si je retardais le trafic. Appel ou pas, tu es grande maintenant. Il est temps d'agir comme telle,
Keisha n'a jamais eu à se débrouiller seule, avais-je murmuré. Mais le moteur tournait déjà. Pendant quelques minutes, je suis resté là, attendant, je ne sais même pas quoi. Peut-être qu'il fasse demi-tour. Peut-être que maman m'appelle. Mais le silence s'est étiré plus longtemps que l'espoir ne pouvait le supporter. Quand les premières gouttes de pluie ont frappé mon visage, j'ai enlevé la toge et je l'ai pliée soigneusement dans ma valise. La pluie n'était pas encore forte, juste assez persistante pour refroidir ma peau et transformer la poussière en boue. De l'autre côté du parking, un restaurant ouvert 24h24 avait encore ses lumières allumées. J'ai de nouveau vérifié mon portefeuille, $50. Je suis entré, la cloche au-dessus de la porte émettant un tintement fatigué. La serveuse a à peine levé les yeux. J'ai commandé la chose la moins chère que j'ai pu trouver, un grillé cheese et de l'eau. $8.50 au total. Quand les pièces ont cliqueté dans ma paume, j'ai su exactement combien il me restait dans le monde. $41.50 et un diplôme que personne ne voulait m'aider à utiliser. Dehors, j'ai trouvé un endroit sec sous le vent près du téléphone public. J'ai mangé lentement, regardant la pluie s'accumuler dans des flaques autour du parking. Quelque part au loin, le klaxon d'un semi-remorque a retenti, un son qui semblait à la fois solitaire et réconfortant. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, serrant la valise comme si elle pouvait me maintenir entière. Je me suis dit que ce n'était qu'une nuit. Demain, je trouverai un travail, un endroit où rester, quelque chose à manger. Demain, je recommencerai à zéro. Mais cette nuit semblait sans fin. Chaque voiture qui entrait dans l'aire de repos me faisait sursauter, m'attendant à moitié à ce que la forme familière de notre BMW revienne. Elle n'est jamais revenue. Vers minuit, quand le restaurant a commencé à fermer, j'étais toujours assise là, sous les lumières fluorescentes, regardant mon reflet dans la vitre sombre. La pluie s'était transformée en une averse régulière et mon téléphone était finalement mort. J'ai pensé appeler quelqu'un, ma tante, un professeur, n'importe qui. Mais chaque nom que j'envisageais venait avec la même voix dans ma tête. Tu te débrouilleras. Quand un camionneur est passé et m'a fait un signe de tête, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester assise là toute la nuit. J'ai rassemblé ma valise et je suis allé aux toilettes des femmes où j'ai passé la nuit recroquevillée par terre, utilisant ma toge de remise de diplôme comme couverture. Elle sentait la pluie et le parfum bon marché de la cérémonie. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer que j'étais ailleurs, n'importe où ailleurs. Dans le noir, je pouvais encore entendre les échos de mes camarades de classe célébrant, leurs familles klaxonnant, prenant des photos, sortant dîner. Je me demandais ce que mes parents disaient aux gens. Peut-être qu'ils disaient que j'étais chez des amis. Peut-être qu'ils ne me mentionnaient pas du tout. Vers 3 heures du matin, je me suis finalement endormi. Je ne me souviens que du bruit de la pluie frappant le toit en métal, du goût des larmes sur mes lèvres, et du poids de l'épuisement s'abattant jusqu'à ce que tout devienne flou. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas de maison où retourner, personne qui m'attendait, pas de filet de sécurité. Mais quelque part sous la peur, quelque chose d'obstiné a vacillé. Si c'est ça, être un adulte, ai-je chuchoté dans l'air froid. Alors j'apprendrai plus vite qu'ils ne s'y attendent. J'ai serré ma valise plus fort, sentant le bord de mon diplôme à l'intérieur et je me suis fait une promesse. Si c'est le test, je le réussirai. Je survivrai. Quand l'aube est arrivée, une lumière pâle s'est déversée à travers la fenêtre des toilettes. Mes vêtements étaient froissés, mon cou endolori. Mais j'étais toujours là, toujours debout. Le monde ne s'était pas arrêté. Je suis retourné dans la zone principale de l'aire de repos où les navetteurs du matin s'arrêtaient déjà pour prendre un café. Je les ai observés un moment. Des gens avec des endroits où aller, des gens qui appartenaient à quelque part. Puis j'ai pris ma valise, je suis allé au bord de la route et j'ai levé le pouce. Je ne savais pas où j'allais. Mais je savais une chose avec certitude. Où que ce soit, ce serait plus loin de l'endroit qui m'avait laissé derrière. Un camion de livraison s'est arrêté environ 1 heure plus tard. Le chauffeur, un homme noir d'âge moyen aux yeux bienveillants, m'a demandé où j'allais. N'importe où sauf ici, ai-je dit. Il a souri tristement, comme s'il comprenait quelque chose que je n'avais pas dit, et m'a dit de monter. Tu fuis quelque chose ou tu cours vers quelque chose, a-t-il demandé alors que nous prenions l'autoroute. J'ai regardé par la fenêtre la route qui s'étendait devant nous. Les deux, ai-je dit. Le lendemain matin de cette longue nuit humide à l'air de repos, le chauffeur de camion, qui s'appelait Jérôme, m'a déposé dans le centre-ville de Savannah. Mon trajet se termine ici,
a-t-il dit en me glissant un billet de 20 $ dans la main malgré mes protestations. Tu me rappelles ma fille. Promets-moi d'être prudente. J'ai promis, même si je n'étais pas sûr de ce à quoi ressemblait la prudence quand on avait 70 $ et une valise déchirée à son nom. Savannah était magnifique dans cette lumière du petit matin, des bâtiments historiques, de la mousse espagnole suspendue à de vieux chênes, l'odeur de l'océan se mêlant au café des terrasses. Mais la beauté ne remplit pas un estomac vide ni ne fournit un endroit où dormir. J'ai marché pendant des heures le long des rues pavées, devant des boutiques et des restaurants que je ne pouvais pas me permettre, cherchant des panneaux, recherche personnelle. Un café a dit qu'il n'embauchait pas avant le mois prochain. Une librairie voulait quelqu'un avec de l'expérience dans la vente au détail. Finalement, vers midi, je suis entré dans un petit cybercafé près du quartier universitaire. La propriétaire, une femme aux cheveux argentés et aux doigts tachés de peinture, m'a regardé de haut en bas. Son badge indiquait « Maya ». « Tu connais quelque chose aux ordinateurs ?» a-t-elle demandé après que j'ai expliqué que je cherchais du travail. Plus que la plupart des gens, ai-je dit en essayant de paraître confiant. Elle m'a étudié un moment, puis a fait un geste vers un client qui luttait avec un ordinateur bloqué. Répare ça et tu as un travail. Il m'a fallu 10 minutes pour diagnostiquer le problème. Trop d'onglets de navigateur et une fuite de mémoire dans un vieux programme. J'ai fermé les applications incriminées et vidé le cache. L'ordinateur a ronronné et est revenu à la vie. Maya a haussé un sourcil. Tu commences demain. 7 $ de l'heure plus les pourboires des clients qui veulent de l'aide technique. Tu démissionnes sans préavis, tu n'as pas ton dernier chèque de paie. Marché conclu. Marché conclu. Et c'est ainsi que j'ai eu mon premier vrai travail. Les semaines suivantes se sont confondues en une routine de survie. Je travaillais au café pendant la journée, aidant les clients avec tout, de la configuration de l'email à la suppression de virus. La nuit, je dormais dans un refuge du centre-ville. Pas idéal, mais sûr et chaud. Maya a remarqué que j'étais doué pour plus que les problèmes informatiques de base. Lorsque les clients apportaient des téléphones avec des écrans fissurés ou des ordinateurs portables qui ne démarraient pas, je pouvais généralement trouver une solution. Elle a commencé à me laisser gérer les travaux de réparation aussi, partageant les frais avec moi 50-50e. Où as-tu appris tout ça ? A-t-elle demandé un après-midi alors que je remplaçais un disque dur. J'ai appris par moi-même, ai-je dit. J'ai eu beaucoup de temps pour m'entraîner. Elle a hoché la tête pensivement. Tu gaspilles tes talents ici. Tu le sais ? Un jour, un étudiant est entré, frustré parce qu'il n'arrivait pas à organiser efficacement ses fichiers de recherche. J'ai passé 20 minutes à lui montrer comment mettre en place un système de classement numérique et automatiser les sauvegardes. Quand il a proposé de me payer un supplément pour l'aide, quelque chose a cliqué. Ce soir-là, j'ai créé un simple dépliant. Tutorat technique et organisation numérique, tarifs étudiants disponibles. Je l'ai affiché sur les panneaux d'affichage du quartier universitaire. En une semaine, j'avais 3 clients réguliers. En un mois, j'avais 15 étudiants qui avaient besoin d'aide pour tout, de la configuration de leur ordinateur portable à la création de logiciels de présentation. Je facturais 20 $ de l'heure, moins que le Geek Squad, mais plus que ce que j'avais jamais gagné de ma vie. Maya m'a laissé utiliser l'arrière-salle du café pour des sessions après les heures d'ouverture. Tu construis quelque chose ici, a-t-elle dit un soir alors que je finissais d'aider un étudiant diplômé à récupérer sa thèse d'un disque dur corrompu. Ne laisse personne te convaincre que ce n'est pas une vraie entreprise juste parce que tu es jeune. Cet encouragement a signifié plus pour moi qu'elle ne le savait. À 19 ans, je cherchais encore à quoi ressemblait le succès, mais Maya a vu en moi quelque chose que ma propre famille avait manqué. 6 mois après l'autoroute, j'avais économisé assez d'argent pour louer un minuscule studio au-dessus d'une laverie. Ce n'était pas grand-chose. Une pièce, une plaque chauffante, une salle de bain que je partageais avec 3 autres locataires, mais c'était à moi. J'ai monté ma valise dans ces escaliers étroits et je l'ai posée sur le futon grinçant que j'avais acheté chez Goodwill. Pour la première fois depuis l'obtention de mon diplôme, je ne me suis pas endormi en écoutant les bruits d'étrangers. Je me suis endormi en écoutant le bourdonnement des machines à laver en bas et le son de ma propre respiration. J'avais l'impression de progresser. Le week-end, j'ai commencé à suivre des cours de codage gratuits en ligne. Python, JavaScript, développement web, tout ce que je pouvais absorber grâce au Wi-Fi du café. J'avais une vision qui se formait, quelque chose de plus grand que des séances de tutorat individuelles.
Et s'il y avait une plateforme qui pouvait connecter les étudiants avec des pairs férus de technologie pour une aide à la demande? Pas seulement la réparation d'ordinateurs, mais l'alphabétisation numérique, la formation au logiciel, même des leçons de codage de base. Des étudiants aidant des étudiants, avec une application simple pour tout coordonner. Je n'avais pas d'argent pour des développeurs professionnels, mais j'avais du temps, de la détermination, et les encouragements de Maya. Les meilleures entreprises résolvent de vrais problèmes, m'a-t-elle dit. Et tu vois des problèmes partout où tu regardes. Cet automne-là, j'ai commencé à construire la première version de ce qui allait devenir StudyTech, travaillant tard dans la nuit sur mon ordinateur portable d'occasion, apprenant en codant, échouant et réessayant jusqu'à ce que, lentement, ligne par ligne, ça commence à fonctionner. Jérôme, le chauffeur de camion qui m'avait donné ce premier trajet, est passé au café un jour lors d'une livraison. Je lui ai montré ce que je construisais. Une application simple qui permettait aux étudiants de demander de l'aide technique et les mettait en relation avec des tuteurs qualifiés à proximité. Tu as construit ça toi-même, a-t-il demandé en faisant défiler l'interface sur mon ordinateur portable. Je suis encore en train de le construire, ai-je dit, mais oui. Il a secoué la tête avec étonnement. Ma fille est en 2e année à Georgia Tech. Elle adorerait quelque chose comme ça. Vraiment? Vraiment. Ça te dérange si je lui montre? C'était ma première utilisatrice, la fille de Jérôme, Alicia. Elle a testé l'application pendant des semaines, me donnant des retours, suggérant des améliorations, me mettant en contact avec d'autres étudiants qui avaient besoin d'aide. À la fin du semestre, StudyTech avait 12 utilisateurs actifs dans 3 universités de Géorgie. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. Chaque notification, chaque séance de tutorat réussie, chaque avis 5 étoiles ressemblait à la preuve que je construisais quelque chose de réel. Un soir, alors que j'étais assise dans mon petit appartement à mettre à jour l'interface de l'application, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Est-ce la fille qui a créé StudyTech? Nous devons parler. Dr Jennifer Walsh, programme d'entrepreneuriat, Savannah College of Art and Design. Mes mains ont tremblé en répondant, oui, c'est moi. Pouvez-vous venir demain à 14 h? J'ai une proposition pour vous. Le lendemain après-midi, je suis entré dans le bureau du Dr Walsh, portant mon ordinateur portable et vêtu de ma plus belle tenue, un blazer de friperie et les boucles d'oreilles empruntées de Maya. Le docteur Walsh était plus jeune que je ne l'avais imaginé, avec des cheveux courts et naturels et le genre d'énergie qui remplissait une pièce. Asseyez-vous, a-t-elle dit en faisant un geste vers une chaise en face de son bureau. J'ai entendu parler de votre application par des étudiants de toute la ville. Parlez-moi. J'ai passé 30 minutes à expliquer StudyTech, son fonctionnement, le nombre d'utilisateurs que nous avions, les problèmes qu'il résolvait. Elle a écouté attentivement, posant parfois des questions sur les modèles de revenus et l'évolutivité. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière dans sa chaise et a souri. Comment aimeriez-vous transformer cela en une véritable entreprise? Que voulez-vous dire? Je veux dire un financement de démarrage, du mentorat, une aide juridique pour créer une SARL, et l'accès à notre incubateur d'entreprise. En échange, vous suivez mon cours de développement commercial et vous nous laissez présenter StudyTech comme une étude de cas. Je l'ai regardé, sans voix. Combien de financement de démarrage? 50 000 $ pour commencer. Plus si vous atteignez vos objectifs de croissance. Le chiffre m'a frappé comme une force physique. Il y a un an, j'avais été abandonné avec 50 $. Maintenant, quelqu'un me proposait d'investir 1000 fois ce montant dans quelque chose que j'avais construit à partir de rien. Pourquoi? Ai-je demandé. Pourquoi moi? Le docteur Walsh a souri. Parce que vous avez déjà prouvé que vous pouviez construire quelque chose à partir de rien. Parce que vous comprenez le problème que vous résolvez mieux que n'importe quelle étude de marché ne pourrait nous le dire. Et parce que, franchement, nous avons besoin de plus de femmes noires dans des postes de direction dans la tech. Je suis sorti de ce bureau avec une lettre d'intention signée et la tête pleine de rêves qui semblaient soudainement possibles. Ce soir-là, j'ai appelé Maya pour lui annoncer la nouvelle. Je le savais, a-t-elle dit en riant. Je savais que tu allais changer le monde. 2 ans plus tard, StudyTech opérait dans 47 universités du Sud-Est. Nous avions facilité plus de 10 000 séances de tutorat, aidé des centaines d'étudiants à améliorer leur culture numérique, et généré suffisamment de revenus pour embaucher 12 employés à temps plein.
j'ai déménagé le siège de l'entreprise dans un entrepôt reconverti dans le corridor technologique d'Atlanta, avec des murs en briques apparentes et des baies vitrées. Mon propre bureau avait une vue sur l'horizon, mais j'ai gardé une chose des anciens jours sur mon bureau. Une petite photo encadrée de cette aire de repos où tout avait commencé. L'application avait également évolué. Ce qui avait commencé comme un simple tutorat entre pairs était devenu une plateforme complète de soutien scolaire, avec des algorithmes de mise en relation alimentés par l'IA, un chat vidéo intégré et un traitement des paiements sécurisé. Nous avions remporté des prix de publication technologique et d'organisation à but non lucratif dans le domaine de l'éducation. Les sociétés de capital risque commençaient à appeler. Mais le moment qui a vraiment compté est arrivé un mardi après-midi de mars. Je passais en revue les analyses d'utilisateurs lorsqu'un email d'une étudiante du Spelman College est apparu. Chère équipe de StudyTech, je voulais juste vous dire merci. Je suis une étudiante de première génération et j'avais tellement de mal avec mes cours d'informatique. Votre plateforme m'a mise en relation avec une tutrice incroyable qui ne m'a pas seulement aidé à comprendre le codage. Elle m'a aidé à croire que je pouvais réellement réussir dans la tech. Grâce à StudyTech, je viens de décrocher mon premier stage chez Microsoft. Cette application a littéralement changé ma vie. Jasmine. J'ai lu cet email 3 fois avant que les larmes ne commencent à couler. Pas des larmes de tristesse, mais de reconnaissance. Je comprenais exactement ce que ressentait Jasmine. Ce moment où quelqu'un croit en vous assez pour vous aider à croire en vous-même. Ce soir-là, je suis resté tard au bureau, travaillant sur notre présentation pour un financement de série A. Les chiffres étaient impressionnants. 200% de croissance d'une année sur l'autre, expansion sur de nouveaux marchés, partenariat avec de grandes universités. Mais en affinant les diapositives, je n'arrêtais pas de penser à l'email de Jasmine, à la gentillesse de Jérôme, et à la confiance de Maya en moi quand je n'étais personne. Vers minuit, je me suis dirigé vers les grandes fenêtres qui donnaient sur le sud, vers l'autoroute où ce voyage avait commencé. La ville scintillait en contrebas, pleine de lumière, de mouvement et de possibilités. Quelque part là-dehors, d'autres jeunes étaient probablement assis dans des aires de repos ou dormaient dans des refuges, se demandant s'ils deviendraient un jour quelqu'un. J'ai posé ma paume contre la vitre froide et j'ai chuchoté. Ils m'ont laissé au bord de la route, mais j'ai construit l'autoroute. À 25 ans, je n'étais plus la fille abandonnée à une aire de repos. J'étais Zara Mitchell, PDG et fondatrice de StudyTech, une entreprise évaluée à 12 millions de dollars. Mais plus que ça, j'étais la preuve qu'être laissé pour compte ne signifie pas être exclu. Un matin de mai, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau avec une expression que je n'arrivais pas à lire. « Il y a quelqu'un qui veut vous voir », a-t-elle dit. Elle dit que c'est votre mère. J'ai senti le sang quitter mon visage. A-t-elle donné un nom? Denise Thompson. Dois-je lui dire que vous êtes en réunion? Pendant un instant, j'ai envisagé de le faire. 7 ans s'étaient écoulés depuis ce jour sur l'autoroute 85. 7 ans à me construire à partir de rien, à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort, à créer quelque chose de significatif à partir des cendres de l'abandon. Non, ai-je dit finalement. Faites-la entrer. Ma mère a franchi la porte, l'air plus petite que dans mon souvenir. Ses cheveux étaient maintenant parsemés de gris, et elle portait une robe que je ne reconnaissais pas, bleu marine et soigneusement repassée, comme si elle s'était habillée pour l'occasion. Elle est restée un moment dans l'embrasure de la porte, contemplant le bureau. La vue, le succès que j'avais bâti en son absence. Zara, a-t-elle dit doucement. Mon Dieu, regarde ce que tu as fait. Bonjour, maman, ai-je répondu, ma voix stable malgré la tempête d'émotions dans ma poitrine. Elle s'est approchée, ses yeux balayant les récompenses sur le mur, les articles de magazines encadrés, les photos de moi parlant à des conférences. J'ai lu un article sur toi dans l'Atlanta Journal-Constitution, a-t-elle dit. Sur ton entreprise, sur la façon dont tu l'as lancée. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, étudiant son visage. Et qu'en as-tu pensé? Elle est restée silencieuse un long moment. J'ai pensé à cette nuit à l'air de repos, comment nous t'avons laissé là. Tu veux dire comment vous m'avez abandonné là? Elle a tressailli au mot « abandonné », mais ne m'a pas corrigé. Nous pensions. Ton père et moi pensions que nous t'apprenions l'indépendance. Nous pensions que tu devais apprendre à te débrouiller seul. J'avais 18 ans, maman. J'avais $50 et nulle part où aller. Je sais. Sa voix s'est légèrement brisée. Je le sais maintenant. Quand j'ai vu l'article,
quand j'ai réalisé ce que tu avais accompli en partant de cette nuit-là, j'ai réalisé que nous ne t'apprenions rien. Nous avions juste peur. Peur de quoi? Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, l'air soudainement épuisé. Peur de ne pas pouvoir te donner ce que Kesha avait. Peur de ne pas pouvoir nous permettre de soutenir 2 enfants à l'université. Peur que si nous te gardions près de nous, nous ne ferions que te décevoir davantage. L'honnêteté m'a surprise. Pendant 7 ans, j'avais imaginé cette conversation, mais je ne m'étais jamais attendu à de la vulnérabilité. Alors, vous avez décidé de me décevoir d'un seul coup? Ai-je demandé. Nous avons décidé de te laisser partir avant que nous ne puissions t'échouer. Elle m'a regardé, des larmes dans les yeux. C'était la pire décision que nous ayons jamais prise. Je suis resté assise en silence un moment, traitant ses paroles. À l'extérieur de la fenêtre de mon bureau, Atlanta bourdonnait du trafic de l'après-midi. À l'intérieur, cette année de blessures et de colère tourbillonnait entre nous. Comment va Kesha? Ai-je demandé. Elle a des difficultés, a-t-elle admis. Elle a abandonné Spelman en 3e année, et est revenue à la maison. Elle travaille maintenant dans un centre d'appel, essayant de trouver sa voie. J'ai hoché la tête. Et papa? Fier, terrifié, honteux. Il voulait venir aujourd'hui, mais il avait trop peur que tu le rejettes. L'aurais-je fait? Elle m'a regardé pendant un long moment. Je ne sais pas. L'aurais-tu fait? J'y ai réfléchi. La colère que j'avais portée si longtemps s'était transformée au fil des ans en autre chose. Pas du pardon exactement, mais de la compréhension. Ils avaient fait leur choix par peur et par limitation. J'avais fait les miens par nécessité et par détermination. Je l'aurais peut-être fait, ai-je dit honnêtement. Mais tu es là maintenant. Elle a hoché la tête. Je sais que je ne peux pas défaire ce que nous avons fait. Je sais que dire pardon ne répare pas 7 ans de silence, mais j'avais besoin que tu saches que nous avions tort. Que te laisser était la plus grande erreur de nos vies. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant la ville que j'avais appris à appeler ma maison. Tu sais quelle a été la partie la plus difficile, ai-je dit sans me retourner. Quoi? Non pas que tu m'aies quitté, mais que tu n'aies jamais regardé en arrière. Quand je me suis retourné pour lui faire face, elle pleurait doucement. Nous avons regardé en arrière tous les jours, a-t-elle chuchoté. Nous ne savions juste pas comment faire demi-tour. Je suis retourné à mon bureau et j'ai pris la photo encadrée de l'aire de repos. C'est là que vous m'avez laissé, ai-je dit en lui montrant l'image. Mais c'est aussi là que je me suis trouvé. Elle a regardé la photo, puis moi. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu heureuse? La question m'a prise au dépourvu. Étais-je heureuse? J'étais prospère, certainement. Accomplie, définitivement. Mais heureuse? J'ai pensé à l'email de Jasmine, à la gentillesse de Jérôme, à la confiance de Maya en moi. J'ai pensé aux étudiants dont Studitech avait changé la vie, aux employés qui me faisaient confiance pour les diriger, à l'avenir que je construisais, non seulement pour moi, mais pour d'autres qui avaient été laissés pour compte. La plupart du temps, ai-je dit, oui, je le suis. Elle a souri à travers ses larmes. Alors peut-être que nous n'avons pas complètement échoué. Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle m'a parlé de la famille, de son travail, de la fréquence à laquelle il se demandait ce qui m'était arrivé. Je lui ai parlé des premiers jours, de Maya et Jérôme, de la construction de Studitech à partir de rien. Quand elle s'est levée pour partir, elle s'est arrêtée à la porte. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais pourrais-je peut-être t'appeler de temps en temps, non pas pour m'immiscer dans ta vie, juste pour savoir comment tu vas. J'y ai réfléchi. La fille qui avait été abandonnée sur l'autoroute 85 voulait dire non. Voulait se protéger d'une déception supplémentaire. Mais la femme que j'étais devenue comprenait que la guérison nécessite parfois du courage des deux côtés. Tu peux appeler, ai-je dit. Mais doucement, d'accord. C'est beaucoup. Elle a hoché la tête avec reconnaissance. Doucement, je comprends. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau alors que le soleil se couchait sur Atlanta. Il y a 7 ans, mes parents étaient partis en croyant m'apprendre une leçon sur l'indépendance. En vérité, ils m'avaient donné quelque chose de plus précieux qu'ils ne le savaient. La connaissance inébranlable que je pouvais survivre à tout. Ce soir-là, j'ai rédigé un email à nos investisseurs annonçant notre levée de fonds de série A. La ligne d'objet disait,
StudyTech lève 15 millions de dollars pour étendre sa plateforme à l'échelle nationale. Mais avant de l'envoyer, j'ai ajouté une ligne à la section de messages personnels. Parfois, les meilleures entreprises naissent des pires moments. Nous sommes la preuve qu'être laissé pour compte peut vous apprendre à montrer la voie. En appuyant sur « Envoyer », mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Zara, c'est ta sœur Kesha. Maman m'a dit qu'elle t'a vu aujourd'hui. Je sais que je ne le mérite pas, mais pourrions-nous peut-être parler un de ces jours? J'ai beaucoup à m'excuser. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu « Appelle-moi la semaine prochaine ». À l'extérieur de la fenêtre de mon bureau, les lumières d'Atlanta scintillaient comme des étoiles. Quelque part là dehors, d'autres jeunes étaient probablement en difficulté, se sentant oubliés, se demandant s'ils compteraient un jour pour quelqu'un. Mais ce soir, ils avaient un exemple de plus que parfois, être laissé pour compte n'est que le début du voyage. Je suis allé à mon bureau, j'ai pris la photo de l'air de repos et j'ai chuchoté les mots qui m'avaient porté à travers chaque moment difficile depuis cette nuit-là. Ils m'ont laissé au bord de la route, mais j'ai construit l'autoroute. Puis j'ai souri, j'ai remis la photo à sa place et je suis retourné au travail. Il y avait d'autres autoroutes à construire. 3 mois après la visite inattendue de ma mère, StudyTech a reçu une invitation qui allait tout changer. La lettre est arrivée sur un papier épais de couleur crème avec un sceau en relief. Le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche a l'honneur de vous inviter au Sommet national de l'innovation. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne pénètrent. StudyTech avait été sélectionné comme l'une des 12 entreprises représentant l'avenir de la technologie éducative. Le sommet serait suivi par des leaders de la technologie, des présidents d'universités et des responsables gouvernementaux, tous axés sur la réduction de la fracture numérique dans l'éducation américaine. Plus important encore, l'événement aurait lieu dans mon état d'origine, la Géorgie, au nouveau centre de congrès d'Atlanta. La même ville où j'avais été abandonné accueillerait maintenant mes débuts nationaux. J'ai passé 2 semaines à me préparer pour le sommet. Mon équipe m'a aidé à affiner notre présentation, en me concentrant sur l'impact de StudyTech sur les communautés mal desservies et les étudiants de première génération. Les statistiques étaient impressionnantes. Plus de 50 000 séances de tutorat terminées, 89% des utilisateurs signalant une amélioration de leurs performances académiques et des partenariats avec des universités historiquement noires du Sud-Est. Mais à l'approche de la date, je me suis retrouvé à moins penser à la présentation et plus au symbolisme. 7 ans après avoir été laissé dans une aire de repos sur l'autoroute, j'allais me tenir sur une scène nationale pour représenter tout ce que j'avais construit à partir de ce moment d'abandon. Le matin du sommet, j'ai choisi ma tenue avec soin, un tailleur bleu marine qui transmettait l'autorité sans arrogance, et les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, le seul héritage familial que j'avais réussi à conserver à travers tout. Mes cheveux étaient tirés en un chignon élégant, et je portais un portefeuille en cuir qui contenait non seulement mes notes de présentation, mais aussi une petite photo imprimée de cette aire de repos. Le centre de congrès était immense, avec des murs de verre vertigineux et des bannières accueillant des innovateurs de tout le pays. Je me suis enregistré à la réception où une bénévole m'a remis un badge indiquant « Zara Mitchell, PDG, StudyTech » et un programme me listant comme conférencière vedette de la session de l'après-midi. En traversant le hall d'exposition, devant des stands présentant des technologies de pointe et des recherches révolutionnaires, j'ai aperçu une silhouette familière près du stand de café. J'ai eu le souffle coupé. C'était Kesha, l'air plus âgé, mais toujours indubitablement ma sœur. Elle était habillée de manière professionnelle, balayant la foule du regard comme si elle cherchait quelqu'un. Lorsque nos regards se sont croisés à travers le hall animé, elle a commencé à marcher vers moi. « Zara » a-t-elle dit en m'atteignant, la voix incertaine. « Je n'étais pas sûr que tu voudrais me voir ici. »« Que fais-tu ici » ai-je demandé, non pas méchamment, mais sincèrement curieuse. « Je travaille pour le département de l'éducation de Géorgie maintenant » a-t-elle expliqué. Sensibilisation communautaire et intégration technologique. Quand j'ai vu StudyTech au programme, je devais venir. Nous sommes restés là un moment, 7 ans de distance et de blessures suspendues entre nous. Elle avait l'air différente, moins soignée que dans mon souvenir, plus réelle d'une manière ou d'une autre. L'arrogance avec laquelle j'avais grandi avait été remplacée par quelque chose qui ressemblait à de l'humilité. « J'ai suivi ton entreprise » a-t-elle poursuivi. J'ai lu chaque article, regardé chaque interview. Je suis si fier de ce que tu as construit. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je me souviens que tu riais quand je parlais de vouloir travailler dans la tech. Elle a grimacé. Je m'en souviens aussi.
J'avais tort, Zara, sur tellement de choses. J'étais jalouse et stupide, et je suis désolé. L'excuse est restée en suspens dans l'air entre nous. Une partie de moi voulait l'accepter immédiatement, reconstruire la sororité que nous n'avions jamais vraiment eue. Une autre partie voulait protéger la paix que j'avais si durement trouvée. On devrait parler, ai-je dit finalement. Mais pas ici. Après ma présentation. Elle a hoché la tête. J'attendrai. La session de l'après-midi s'est tenue dans l'auditorium principal avec plus d'1 millier de participants. En attendant en coulisses, j'entendais le bourdonnement des conversations, le cliquetis des tasses à café, le bruissement des programmes. C'était le plus grand public que j'ai jamais eu. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais nerveuse. Quand ils ont appelé mon nom, je suis montée sur scène sous des applaudissements généreux. Les lumières étaient vives, rendant difficile de voir les visages individuels dans la foule, mais je pouvais sentir leur attention comme une force physique. Bonjour, ai-je commencé, ma voix claire et forte. Je m'appelle Zara Mitchell, et il y a 7 ans, j'ai été abandonnée dans une aire de repos sur l'autoroute avec $50 et un rêve auquel personne ne croyait. L'auditorium est devenu silencieux. Je sentais les gens se pencher en avant, captivés par l'honnêteté inattendue. Je vous dis cela non pas par sympathie, mais pour le contexte, car StudyTech n'est pas né dans un garage, une chambre d'étudiant ou un incubateur. Il est né de la nécessité, de la compréhension que lorsque les systèmes de soutien traditionnels échouent, la technologie peut combler le fossé. J'ai cliqué sur ma première diapositive, une carte montrant la portée de StudyTech dans le Sud-Est. Aujourd'hui, notre plateforme met en relation les étudiants qui ont besoin de soutien scolaire avec des pairs qui peuvent le fournir. Mais plus que ça, elle met en relation des jeunes à qui on a dit qu'ils n'avaient pas leur place dans l'enseignement supérieur avec des communautés qui prouvent qu'ils l'ont. La présentation a duré 20 minutes, couvrant nos données d'impact, nos indicateurs de croissance et nos plans d'expansion. Mais je pouvais dire que le public était le plus engagé lorsque je parlais d'histoires individuelles. Des étudiants comme Jasmine qui avaient trouvé leur confiance grâce à notre plateforme. Des étudiants de première génération qui avaient découvert qu'ils n'étaient pas seuls. La fracture numérique ne concerne pas seulement l'accès à la technologie, ai-je conclu. Il s'agit de l'accès aux opportunités, au mentorat, à la conviction que votre origine ne détermine pas votre potentiel. StudyTech existe pour prouver que, avec le bon soutien, n'importe quel étudiant peut réussir, peu importe d'où il vient. Les applaudissements à la fin ont été soutenus et chaleureux. En quittant la scène, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis cette nuit à l'air de repos, la sensation d'être vraiment vu et apprécié pour qui j'étais et ce que j'avais accompli. En coulisses, une journaliste de TechCrunch m'attendait pour une interview. C'était une ouverture puissante, a-t-elle dit alors que son photographe installait son équipement. Ça vous dérange si on commence par là? Racontez-moi la nuit où vous avez été abandonné. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai partagé mon histoire en détail. La cérémonie de remise des diplômes, le trajet jusqu'à l'aire de repos, les années à construire StudyTech à partir de rien. La journaliste a écouté attentivement, posant parfois des questions de suivi sur les défis de financement et l'expansion du marché. Une dernière question, a-t-elle dit en concluant. Votre entreprise est maintenant évaluée à plus de 20 millions de dollars. Vous avez été présenté dans Forbes, invité à la Maison Blanche. Qu'est-ce que ça fait de prouver à votre famille qu'elle avait tort? J'ai réfléchi à la question avec soin. Ça ne ressemble pas à prouver que quelqu'un avait tort, ai-je dit finalement. Ça ressemble à prouver que quelque chose est juste. Que la résilience et la vision peuvent surmonter n'importe quel point de départ. Ma famille a fait des choix basés sur la peur et la limitation. J'ai fait des choix basés sur la possibilité. À la fin de l'interview, j'ai trouvé Kesha qui attendait près de la sortie. Nous avons marché jusqu'à un café tranquille à quelques pâtés de maison du centre de congrès, où la lumière de l'après-midi filtrait à travers de grandes fenêtres sur de petites tables parsemées d'ordinateurs portables et de tasses à café. J'ai regardé ta présentation, a-t-elle dit une fois que nous avons commandé. Je n'avais aucune idée des détails de ce qui s'est passé cette nuit-là. Maman et papa nous ont dit que tu étais allé chez des amis. Ils t'ont dit ce qu'ils avaient besoin de croire, ai-je répondu. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle nous t'avons traité comme nous l'avons fait, a-t-elle poursuivi. Pourquoi je t'ai traité comme je l'ai fait? Et je pense. Je pense que nous étions menacés par ton intelligence, ta détermination. Ça nous faisait nous sentir petits. J'ai remué mon café, traitant ces paroles. Tu n'as jamais été petite, Kesha.
Tu n'as juste pas été encouragé à grandir dans les bonnes directions. Toi non plus, mais tu as grandi quand même. Nous avons parlé pendant 2 heures, couvrant tout. Ces difficultés depuis l'université, mon parcours pour construire StudyTech, la dynamique familiale qui nous avait façonné toutes les deux. Ce n'était pas une réconciliation magique. Mais c'était honnête, réel, un début. Je ne m'attends pas au pardon, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Je voulais juste que tu saches que ce que tu as accompli compte. Pas seulement le succès commercial, mais qui tu es devenu. J'ai regardé ma sœur. Vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Le jugement que j'avais porté s'était adouci en quelque chose qui ressemblait plus à de la compréhension. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Mais je ne suis pas non plus la même personne qui avait besoin de ton approbation. J'ai construit ma propre famille maintenant. Mon équipe, mes mentors, les étudiants que nous servons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour toi dans ma vie, mais ça veut dire que toute relation que nous aurons à l'avenir devra être construite sur qui nous sommes maintenant, pas sur qui nous étions alors. Elle a hoché la tête. Je comprends. Et Zara, je suis vraiment fier de toi. En rentrant à mon appartement ce soir-là, j'ai fait un détour par la zone où se trouvait cette aire de repos. Elle avait disparu maintenant, remplacée par un centre commercial avec un Starbucks et un magasin de téléphonie mobile. L'autoroute semblait la même, cependant. Un asphalte sans fin s'étendant vers des horizons que j'étais maintenant équipé pour atteindre. Ce soir-là, j'étais assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable, mettant à jour le rapport d'impact de StudyTech pour le trimestre. Les chiffres racontaient une histoire de croissance et de succès, mais je me suis retrouvé à penser aux impacts moins quantifiables, la confiance bâtie, les barrières brisées, la preuve fournie quotidiennement que l'origine ne détermine pas le destin. Mon téléphone a vibré avec un SMS du Dr Walsh. J'ai vu l'article de TechCrunch. Tu changes la conversation sur l'entrepreneuriat et l'adversité. Fier de t'avoir connu à tes débuts. Un autre SMS a suivi de Maya. J'ai regardé ta présentation en ligne. Tu as parcouru un si long chemin depuis cette fille qui réparait des ordinateurs dans mon café. Mais tu es toujours la même personne qui se souciait d'aider les autres. Ne perds jamais ça. J'ai souri en faisant défiler des messages similaires de Jérôme, d'employés actuels et anciens, d'étudiants dont StudyTech avait touché la vie. Chacun était un rappel que le succès ne concerne pas seulement la réussite personnelle. Il s'agit d'élever les autres en grimpant. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon ordinateur portable une dernière fois et j'ai commencé à taper un email à notre équipe d'ingénierie. Après le sommet d'aujourd'hui, j'ai réfléchi à notre prochaine évolution. Et si nous allions au-delà des étudiants? Et si StudyTech pouvait servir toute personne confrontée à des barrières éducatives? Des apprenants adultes, des personnes en reconversion professionnelle, des gens comme j'étais autrefois qui ont besoin de soutien mais ne savent pas où le trouver. J'ai fait une pause, puis j'ai continué. Construisons quelque chose qui garantit que personne n'a à affronter son parcours éducatif seul. Assurons-nous qu'être laissé pour compte devienne le début de la progression. En appuyant sur « Envoyer », j'ai ressenti la satisfaction de ne pas avoir seulement survécu à mon abandon, mais de l'avoir transformé en un but. Demain, il y aurait plus d'étudiants à servir, plus de barrières à briser, plus d'autoroutes à construire. 7 ans après avoir été laissé à cette aire de repos, je n'étais pas seulement prospère. J'étais épanoui. Et ça, ai-je réalisé, c'était la différence entre prouver aux gens qu'ils avaient tort et se prouver à soi-même qu'on avait raison. 6 mois après le sommet national de l'innovation, j'ai reçu un appel qui allait boucler la boucle d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. C'est arrivé un mardi matin alors que je passais en revue nos rapports trimestriels dans mon bureau d'Atlanta. Mademoiselle Mitchell, c'est David Chen de Goldman Sachs Private Wealth Management. Nous représentons un client qui souhaite rester anonyme mais qui est intéressé par un investissement substantiel dans StudyTech. À quel point substantiel, ai-je demandé en posant mon café. 50 millions de dollars pour un partenariat stratégique qui vous permettrait de vous développer à l'échelle nationale tout en conservant le contrôle majoritaire. Le chiffre était stupéfiant. Avec ce type de financement, StudyTech pourrait atteindre toutes les universités d'Amérique, voire même s'étendre à l'international. Mais quelque chose dans son ton m'a rendu prudente. Qui est le client, ai-je demandé. Je ne suis pas autorisé à le dire, mais ils ont demandé une réunion. Seriez-vous disponible pour vous rendre à New York la semaine prochaine? J'ai accepté. Plus par curiosité que par besoin.
Studi était rentable et en croissance constante. Nous n'avions pas besoin d'investissements extérieurs pour survivre, mais cela pourrait accélérer notre calendrier de plusieurs années. La réunion était prévue dans les bureaux de Goldman à Manhattan, au 30e étage. J'ai pris l'avion mardi matin, vêtu de mon meilleur costume et portant un dossier de présentation avec nos derniers indicateurs de croissance. La vue depuis la salle de conférence était spectaculaire, Central Park s'étendant, vert et vaste, sous les tours étincelantes de la richesse et du pouvoir. David Chen m'a présenté à 2 autres cadres de Goldman, et nous avons passé 30 minutes à examiner les performances et les plans d'expansion de StudiTech. Tout semblait routinier jusqu'à ce que Chen regarde sa montre et dise « Notre client devrait arriver d'un instant à l'autre ». Lorsque la porte de la salle de conférence s'est ouverte, j'ai eu le souffle coupé. L'homme qui entrait, je l'ai reconnu immédiatement, bien qu'il ait l'air plus âgé et plus distingué que dans mes souvenirs. Robert Thomson, mon père. Il était impeccablement vêtu de ce que je pouvais dire être un costume cher, ses cheveux maintenant complètement gris, sa posture plus droite que je ne me souvenais. Derrière lui marchait ma mère, élégante d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, portant une robe de créateur et des bijoux qui attrapaient la lumière des baies vitrées. Pendant un instant, personne n'a parlé. Les cadres de Goldman nous regardaient avec confusion, sentant clairement des courants sous-jacents qu'ils ne comprenaient pas. « Bonjour, Zara », a dit mon père, sa voix stable mais émue. J'ai retrouvé ma voix. « Messieurs », ai-je dit à l'équipe de Goldman sans quitter mes parents des yeux. « Pourriez-vous nous accorder quelques minutes ? Il semble que ce soit une affaire de famille. » Ils sont sortis rapidement, refermant la porte derrière eux. Le silence qui a suivi était assourdissant. 50 millions, ai-je dit finalement. C'est une sacrée augmentation par rapport aux 50 que vous m'avez donnés il y a 7 ans. Mon père a grimacé, mais a tenu mon regard. Nous méritions ça. Tu mérites bien plus que ça, ai-je répondu, traitant encore leur présence. Mais je suis curieux. Où avez-vous trouvé 50 millions à investir ? Ma mère s'est légèrement avancée. Après cette nuit-là, ton père et moi avons traversé des moments difficiles. Nous nous sommes séparés pendant un certain temps. Pendant cette séparation, nous avons tous les deux suivi une thérapie. Une vraie thérapie, pas seulement des conseils de l'Église. Nous avons réalisé, a poursuivi mon père, que nous avions détruit la chose la plus importante que nous ayons jamais eue, notre fille, notre famille. Alors, nous avons décidé d'essayer de construire quelque chose digne de toi. C'est-à-dire que nous avons pris l'argent que nous avions économisé pour le mariage de Kesha et ses études supérieures, environ 15 000, et nous l'avons investi dans une petite entreprise, un food truck, a dit ma mère. J'ai appris à cuisiner au-delà des dîners du dimanche, et ton père a appris à gérer les chiffres mieux qu'il ne l'avait jamais fait à l'usine. Je me suis assise lourdement dans l'un des fauteuils en cuir, essayant de traiter cette information. Un camion est devenu 2, a poursuivi mon père. 2 sont devenus un petit restaurant. Le restaurant est devenu une entreprise de restauration. L'entreprise de restauration est devenue un groupe de restaurants. Nous avons travaillé 18 heures par jour pendant 7 ans, Zara. Non pas parce que nous avions besoin de l'argent, mais parce que nous devions nous prouver à nous-mêmes et à toi que nous pouvions construire quelque chose au lieu de simplement démolir. Thomson Hospitality Group, a ajouté ma mère. Nous franchisons maintenant des concepts de soul food dans tout le sud-est, 37 emplacements. Je les ai regardés, sans voix. Vous avez construit un empire de la restauration. Nous avons construit un héritage, a corrigé mon père. Pour toi. Tout ça a été pour toi. Le poids de ce qu'il disait a commencé à s'installer. Les 50 millions, c'est la valorisation de notre entreprise, a dit ma mère. Nous proposons de fusionner Thomson Hospitality avec StudiTech. Tu serais PDG de l'entité combinée. Nous serions des partenaires silencieux, et tu aurais le financement pour te développer à l'échelle nationale. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre, regardant la ville animée en contrebas. Cette année de colère et de blessures ont tourbillonné en moi, mêlées d'admiration pour ce qu'ils avaient accompli et de confusion quant à leur motivation. Pourquoi ? Ai-je demandé sans me retourner. Pourquoi maintenant ? Parce que, a dit mon père, nous avons passé 7 ans à construire quelque chose dont nous pouvons être fiers, mais nous échangerions tout pour retrouver notre fille. Je me suis tourné pour leur faire face. Ma mère pleurait doucement. Les mains de mon père tremblaient. Vous pensez que l'argent arrange ça ? Ai-je demandé. Vous pensez qu'une fusion d'entreprises efface ce que vous m'avez fait ?
Non, a dit immédiatement ma mère. Nous savons que non. Nous n'essayons pas d'acheter le pardon, Zara. Nous essayons de te montrer que nous avons appris de nos erreurs, que nous sommes devenus des personnes dignes de ton respect, même si nous ne pourrons jamais être dignes de ton amour à nouveau. L'honnêteté dans sa voix a brisé quelque chose en moi. J'avais imaginé de nombreuses versions de cette confrontation au fil des ans, mais je ne m'étais jamais attendu à de la responsabilité. Je ne m'étais jamais attendu à un changement. Parlez-moi de l'entreprise, ai-je dit en me rasseyant. Pendant l'heure qui a suivi, ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient construit. Les chiffres étaient impressionnants. Croissance constante, marge solide, pratique de travail éthique, investissement communautaire. Ils avaient même créé un fonds de bourse pour les étudiants issus de familles monoparentales. Les employés participent aux bénéfices, a expliqué mon père. 20% du revenu net est redistribué aux travailleurs chaque trimestre. Nous avons appris en te regardant que le succès signifie élever les autres, pas seulement grimper plus haut soi-même. Nous t'avons observé. Chaque interview, chaque article, chaque récompense, a dit ma mère. Nous avons suivi StudyTech depuis le début. Quand tu as parlé au sommet de l'innovation de la construction de ponts pour les étudiants qui avaient été laissés pour compte, nous savions que tu parlais de nous, de ce que nous avions fait. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, traitant tout. La proposition était financièrement attrayante. StudyTech pourrait atteindre toutes les universités d'Amérique en 2 ans avec ce type de soutien. Mais plus que ça, elle représentait quelque chose que je n'avais jamais attendu. Mes parents étaient devenus des personnes dignes de respect. Je dois y réfléchir, ai-je dit finalement. Bien sûr, a dit mon père en se levant. Prends tout le temps dont tu as besoin. L'offre tient, quelle que soit ta décision à propos de nous. Alors qu'il se préparait à partir, ma mère s'est arrêtée à la porte. Zara, il y a encore une chose. Nous avons été en contact avec Keisha. Elle est sobre depuis 2 ans maintenant, et elle travaille comme conseillère pour les jeunes à risque. Elle voulait être ici aujourd'hui, mais elle a estimé que ce n'était pas sa place. Après leur départ, je suis resté seul dans la salle de conférence pendant une autre heure, regardant la ville et essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré de messages de mon assistante se demandant comment s'était passée la réunion, de mon directeur financier demandant les projections du prochain trimestre, d'une étudiante remerciant StudyTech de l'avoir aidé à réussir sa chimie organique. Ce soir-là, j'ai appelé le docteur Walsh depuis ma chambre d'hôtel. Ils m'ont offert 50 millions, lui ai-je dit. C'est une nouvelle merveilleuse. L'acceptes-tu? Je ne sais pas. C'est compliqué. L'argent ou la source? J'ai ri. La source. L'argent est propre. Peut-être plus propre que je ne l'attendais. Nous avons parlé pendant 1 heure des implications commerciales, mais la dernière question du docteur Walsh était celle qui comptait. Que te dit ton instinct? J'y ai réfléchi après que nous ayons raccroché. Mon instinct me disait que s'accrocher à la colère était épuisant, que mes parents avaient fait quelque chose que j'avais cru impossible. Ils avaient changé. Vraiment changé. Non seulement leurs circonstances, mais eux-mêmes. Plus important encore, mon instinct me disait que StudyTech pourrait aider des millions d'étudiants de plus avec ce type de financement. Et n'était-ce pas plus important que de protéger ma fierté? Le lendemain matin, j'ai appelé David Chen. Préparez les papiers de la fusion, ai-je dit. Mais j'ai des conditions. 3 mois plus tard, la nouvelle société a été lancée, StudyTech Education Solutions, avec l'expertise de Thomson Hospitality en matière de services alimentaires soutenant notre expansion dans les partenariats de restauration sur les campus. Je suis resté PDG avec un contrôle opérationnel total. L'annonce de la fusion a fait la une des journaux nationaux, non seulement pour les implications financières, mais pour l'histoire humaine qui se cachait derrière. De l'abandon à l'alliance, comment une fille et ses parents ont bâti un empire de l'éducation, lisait-on en titre dans le magazine Fortune. Lors de l'événement de lancement organisé à notre nouveau siège social à Atlanta, je me tenais sur scène, regardant un public qui comprenait des employés des 2 entreprises, des leaders de l'éducation de tout le pays, et, au premier rang, mes parents et ma sœur. Il y a 7 ans, ai-je commencé, je pensais que le succès signifiait prouver aux gens qu'ils avaient tort. Aujourd'hui, j'ai appris que le vrai succès signifie être ouvert à ce que les gens vous prouvent que vous avez tort, de la meilleure façon possible. J'ai regardé directement mes parents en continuant. Le plus grand cadeau n'est pas d'avoir raison sur quelqu'un. C'est d'être surpris par sa capacité de croissance.
Après l'événement, alors que la foule se mêlait autour du buffet de Thomson Hospitality, mon père s'est approché de moi. Je sais que ça ne répare pas le passé, a-t-il dit. Mais merci de nous avoir donné une chance de faire partie de ton avenir. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. Derrière la fierté et le succès, il y avait toujours un père qui avait commis la pire erreur de sa vie et qui avait passé 7 ans à essayer de devenir digne de rédemption. Nous n'y sommes pas encore, ai-je dit honnêtement. Mais nous avançons dans la bonne direction. Il a hoché la tête, comprenant. C'est tout ce que nous pouvons demander. Ce soir-là, je me tenais sur le balcon de mon appartement Penthouse, regardant l'horizon d'Atlanta. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. J'ai vu la nouvelle de la fusion. Fier de toi d'avoir pris le chemin le plus difficile. Jérôme. J'ai souri en me souvenant du chauffeur de camion qui m'avait donné mon premier trajet loin de cette aire de repos. Il m'avait appris que parfois les meilleures destinations nécessitent de monter en voiture avec des gens en qui on n'a pas encore entièrement confiance. 7 ans après avoir été abandonné sur l'autoroute 85, je n'étais pas seulement prospère. Je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Studitech atteindrait désormais des étudiants dans les 50 États. Thomson Hospitality fournirait des emplois et des opportunités dans les communautés mal desservies. Et ma famille, brisée et reconstruite, prouverait que même les blessures les plus profondes peuvent guérir si les deux parties sont prêtes à faire le travail. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un SMS à ma mère. Dîner de famille dimanche. Je cuisine. Sa réponse est venue immédiatement. On apportera le dessert. En levant les yeux vers les étoiles à peine visibles au-dessus des lumières de la ville, j'ai chuchoté les mots qui m'avaient porté à travers chaque moment difficile. Ils m'ont laissé au bord de la route, mais j'ai construit l'autoroute. Puis j'ai ajouté quelque chose de nouveau. Et parfois, l'autoroute mène à la maison. L'épilogue que je n'avais jamais attendu ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis cette nuit à l'air de repos, j'étais excité de voir où la route nous mènerait tous. Avez-vous déjà été abandonné par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus? Avez-vous déjà dû vous construire à partir de rien pour découvrir que parfois les personnes qui vous ont blessé sont capables de changer? Dites-moi de quelle ville vous écoutez, car votre histoire compte aussi. Et rappelez-vous, être laissé pour compte n'est pas la fin de votre voyage. Parfois, c'est juste le début de la construction de quelque chose d'extraordinaire. La route à venir vous appartient. Faites en sorte qu'elle compte.